Qui n'a jamais rêvé, ne serait-ce qu'un instant, de devenir aventurier, d'être le premier ou la première à fouler le sol d'un endroit encore méconnu ou de réaliser un exploit qui n'a encore jamais été fait? Vous savez que chez Vue des Gradins, on est très attaché aux histoires incroyables qui poussent le mental et le physique de nos héros dans leur retranchement. On en a parlé dans la vidéo de la parapentiste Eva Wisniewska ou encore avec le saut depuis la stratosphère de Félix Baumgartner. Les vidéos sont dans la playlist Long Story Short. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une histoire assez méconnue sur YouTube. C'est l'histoire d'un homme qui s'est lancé le défi de devenir le premier homme de l'histoire à marcher sur toute la longueur du plus grand fleuve du monde, l'Amazone. Et cet homme, c'est Ed Stafford, un ancien capitaine anglais ayant déjà été en Afghanistan pour les Nations Unies et qui est guide d'aventure. Depuis l'enfance, Ed est fasciné par les aventures de l'Écossais David Livingstone qui a exploré une grosse partie de l'Afrique au 19e siècle. Dans les faits, il est le premier Européen à avoir traversé l'Afrique d'ouest en est. Son récit lui donne l'idée de relever un défi des plus dangereux, parcourir toute la longueur de l'Amazone à pied. C'est tout simplement le plus long trek en jungle de l'histoire qu'il souhaite faire. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va échouer lamentablement? Parce que je ne vous cache pas que la jungle est un environnement hostile dans lequel vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver. Outre les animaux qui veulent quasiment tous vous bouffer, là c'est aussi le théâtre des opérations parfois sanglantes des cartels de la drogue. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Il faut 1 an à Ed pour préparer son expédition. Conscient que ce n'est pas facile de partir seul, il décide de convier un ami à son aventure, Luc Collier, 38 ans, qui est kayakiste, alpiniste et guide d'expédition. Et pour cette aventure, ils décident même de se filmer eux-mêmes tout au long de leur périple. Bon, pour ceux qui dormaient en géographie, l'Amazone c'est le plus grand fleuve du monde. Il prend source au Pérou avant de passer par le Brésil et de se jeter dans l'océan Atlantique. Il représente tout simplement 1/5 du débit fluvial de la planète, et il est logiquement au cœur de la jungle amazonienne, une forêt hyper dense qui regroupe les insectes et les animaux les plus dangereux de la planète. Il y a donc littéralement tout qui peut vous tuer là-bas. Donc Ed et Luc partent chacun avec un sac qui pèse entre 40 et 45 kg. C'est le poids d'un bon labrador ou d'un veau qui vient de naître. Je sais pas pourquoi j'ai choisi un veau pour cette comparaison, mais vous pouvez vérifier. Nos deux amis Ed et Luc décident donc de partir de la côte pacifique à Camaná au Pérou le 2 avril 2008. Et ce n'est clairement pas une partie de plaisir. Ils font pas un aller-retour à la boulangerie là. Là c'est une marche d'environ 7000 km qui les attend. À titre de comparaison, c'est à peu près la distance entre Paris et la République Dominicaine. Alors sur la carte, la distance paraît plus petite, mais c'est tout simplement parce que le terrain qu'ils vont emprunter est bien loin d'être plat. Ils ne vont pas non plus marcher en ligne droite, ils vont devoir gravir des sommets dans la cordillère des Andes, des sommets qu'il faudra ensuite redescendre avant de serpenter dans la jungle. Et des Luc partent donc avec un guide. Quand tu explores, il te faut un guide, quelqu'un qui connaît un peu la faune et la flore du pays et qui en gros est là pour assister nos deux aventuriers. Leur guide s'appelle Osvaldo, il est âgé de 24 ans et il montre la même envie de réussir cet exploit que les deux Britanniques. Le trio part donc pour la première étape du trajet, rejoindre la source de l'Amazone qui se situe au pied de la montagne du Nevado Mismi, haute d'environ 5600 mètres. Au début, tout va bien, le terrain est assez simple et leur propose de magnifiques panoramas, mais ils doivent traverser des canyons d'une profondeur immense et à mesure qu'ils avancent, le terrain devient de plus en plus dangereux avec des pentes abruptes couvertes de roches qui tombent à chaque pas. La nuit, pas le choix, ils campent sur place, le terrain est glissant et une chute pourrait leur être fatale, mais ils descendent tant bien que mal, quand soudain ils font une découverte des plus étranges. Ils retrouvent des squelettes humains, dont certains possèdent encore quelques morceaux de chair et de cheveux attachés à leurs vieux os. Si vous êtes superstitieux, c'est clairement le genre de présage qui vous fait faire demi-tour. Osvaldo, leur guide, leur explique qu'ils sont probablement dans un cimetière inca et qu'ils ont été momifiés, d'où leur conservation remarquable. Après cette rencontre glaciale, l'équipe se remet en route, ils aperçoivent au loin le Nevado Mismi et ses neiges éternelles. Quelques heures plus tard et après 3 semaines de marche, Ed et Luc trouvent la source de l'Amazone. Sur place, une croix blanche indique le commencement du fleuve. De cette mini cascade naît le fleuve le plus puissant du monde. Ce qu'il se passe, c'est que la neige du glacier fond à travers les roches de la montagne en un flux d'eau quasi permanent, et comme l'eau de l'Amazone est initialement celle du glacier, et pour être bien sûr de commencer au plus proche de la source, ils décident de partir depuis le sommet du glacier. Donc ils gravissent la montagne. Ensemble, ils y parviennent un peu plus tard, puis suivent le cours de la source en redescendant. Ils marchent depuis près de 2 mois ensemble et sont H24 l'un avec l'autre. Vous le voyez venir, des tensions commencent à naître. Ed a un tempérament très différent de celui de Luc, il est un peu plus téméraire on va dire. De plus, Luc a sa fiancée à la maison alors que Ed est seul. Il comprend vite que la tâche sera plus difficile pour Luc à cause de cette attache. Et puis Luc il galère beaucoup plus qu'Ed. Donc ils se prennent continuellement la tête mais ils continuent leur aventure à travers les Andes. Ils gravissent des pics, ils traversent des gorges, ils marchent pendant 40 jours dans une ambiance pesante. Ils arrivent enfin dans un village dans lequel il était prévu qu'ils se reposent. Des locaux les accueillent et les nourrissent.
Ils ont de quoi passer une nuit avec un toit au-dessus de leur tête, donc tout va mieux pour notre trio d'aventuriers. Tout sauf le moral de Luke qui en a clairement marre du caractère de Ed. Ça, on le sait grâce au journal de bord de Luke. Souvenez-vous, ils ont emporté des caméras avec eux. Ils repartent tout de même le lendemain, plus reposés. Le cours d'eau qu'ils suivent est de plus en plus large et ils sont obligés de le traverser plusieurs fois en faisant attention de ne pas se faire aspirer par le courant qui pourrait les projeter contre les rochers. Ils continuent de grimper des crêtes et sont exténués. À un moment, ils arrivent face à une crête, sauf qu'il est midi. Il fait donc une chaleur étouffante et Luke choisit d'emprunter un chemin différent de celui d'Osvaldo et Ed. Ces derniers ne souhaitent pas écouter Luke car pour eux le chemin est plus sûr ailleurs, et avec déjà des tensions dans l'air depuis le début du voyage, Ed n'écoute pas Luke et part de son côté avec Osvaldo. Luke de son côté galère comme jamais. Il tombe à plusieurs reprises, il se fait mal. De l'autre côté, Ed et Luke arrivent à franchir la crête, mais eux aussi sont exténués sous la chaleur. Le soleil les frappe de plein fouet et ils n'ont plus d'eau. Plusieurs heures plus tard, Luke les rejoint dans un état lamentable. Il est épuisé. Heureusement, il trouve des cactus sur la route, de quoi les maintenir en état de marche. L'expédition devient carrément une opération de survie. Ils se reposent sur place et la nuit, leur guide décide de partir pour leur trouver de l'eau dans le village suivant. Il leur amène plusieurs litres d'eau qui permettront à nos deux aventuriers de se remettre en route. Ils atteignent ensuite le village, se réhydratent et se remettent en route. Et les tensions repartent de plus belle. Si bien qu'après 90 jours de marche, Luke, dont la fiancée lui manque, décide de quitter l'aventure. Ed comprend, le laisse partir, il est désormais seul avec Osvaldo. Luke rentre chez lui et nos deux compères changent d'environnement. Ils passent de la montagne à la redoutable jungle. Mais le problème, c'est qu'ils entrent dans ce qu'on appelle la Red Zone. Une zone hyper dangereuse, non pas pour ces animaux, mais pour ces trafiquants de drogue. Et oui, à cet endroit, les fabricants de cocaïne des cartels sévissent et n'hésitent pas à tirer à vue sur les personnes qui s'approchent trop près des lieux de fabrication. Mais Ed est obligé de traverser cette zone, il passe donc par de petits villages aux alentours et il comprend très vite qu'il y a un malaise. Les locaux gagnent pour la plupart leur vie en fabriquant de la cocaïne. Et en même temps, les États-Unis, eux, agissent directement contre cette fabrication de drogue. Et là, Ed, il a clairement une tête d'américain pour eux. C'est donc assez tendu, mais Osvaldo et Ed continuent leur quête. Ils passent de village en village, en passant parfois par de grands tronçons de jungle, et où il faut se frayer un chemin à la machette, et avec toujours la peur de devoir s'enfuir en courant sous les balles des narcotrafiquants. Sur leur route, ils croisent même des gens en voiture qui leur crient Mata Mata Aki. En gros, tu vas mourir ici. Hyper joyeux comme situation. Face à cette menace, Osvaldo prend peur et décide lui aussi de quitter l'aventure. C'est un choc pour Ed, mais bon, Osvaldo, il a que 24 ans, Ed y comprend. Il se retrouve donc seul, mais se fait très vite accompagner par des guides qu'il paye à la journée et qui l'aident à traverser la jungle en espérant ne croiser aucun trafiquant. Il se fait aussi accompagner par des hommes armés au cas où. Il rencontre Shaw Sanchez, l'un des guides avec qui il se lie d'amitié et qui connaît les gangs. Dans la jungle, des pièges sont installés comme une sorte de pistolet qui tire une balle si vous dépassez un bout de ficelle tendu, des pièges connus exclusivement par les locaux. D'où l'importance d'avoir un guide. Ed et son équipe passent même dans une ancienne fabrique de cocaïne laissée à l'abandon. Mais bon, vaut mieux ne pas s'éterniser, ils poursuivent leur chemin. Un des guides de l'expédition décide de prendre de l'avance afin d'avertir les gangs de la venue de Ed, afin que personne ne se fasse tirer dessus. En revenant, il annonce à Ed qu'il peut traverser sans encombre. Il continue d'avancer vers une rivière où Ed observe des bûcherons clandestins, les premiers signes de la déforestation. Il s'arrête pour se ravitailler dans une sorte de cabanon et il remarque que les locaux gardent sur place des singes qu'ils mangent. Et oui, la nourriture est hyper rare et le seul truc qu'il y a, c'est des petits singes qu'ils font rôtir directement au-dessus du feu avant de les nettoyer dans l'eau et de les manger. Bon app, hein. Ed doit se remplir l'estomac s'il veut poursuivre son périple et du coup, il mange du singe. Et complètement à contre-cœur. La forme humanoïde du singe le dérange, mais au final, il trouve ça assez bon. Ils reprennent ensuite la route, le ventre rempli. Les guides et les gardes laissent Ed qui poursuit sa route avec Shaw Sanchez qui décide de participer à l'aventure de Ed. Nos deux amigos progressent donc tant bien que mal dans la jungle, mais un détail va rendre leur périple légèrement plus pénible, c'est la saison des pluies. Et alors là, on est sur de l'inondation niveau 1000. Ed et Shaw marchent avec de l'eau parfois jusqu'à la taille, et outre les serpents qui sont littéralement partout dans cette jungle, ils ont peur d'un truc, les anguilles électriques. Des animaux qui peuvent atteindre une taille de 2 mètres et qui disposent d'une partie de leur corps qui produit une tension électrique 4 fois plus puissante qu'une prise électrique. Non, c'est pas un Pokémon, c'est bien un animal qui existe. Un simple contact avec l'une d'entre elles pourrait causer la mort de nos aventuriers, ou les paralyser avant de les voir se noyer, donc leur causer la mort. Et pour couronner le tout, ils n'ont pas de bouffe. Mais bon, heureusement, ils évitent les anguilles et trouvent une tortue remplie d'œufs qu'ils mangent. Les serpents, comme je vous disais, eux, sont omniprésents. Ed dit qu'il en croise au moins 3 par jour, mais malgré ça, ils continuent d'avancer et ils arrivent ensuite en Colombie, où ils rencontrent les Tucunas, une tribu d'autochtones qui les héberge pour la nuit. Ils repartent, comme à leur habitude, plus reposés. Ed est parti depuis 14 mois et il estime qu'il lui reste 14 mois à faire. Il a déjà parcouru 4000 km et il ne lui en reste plus que 3000. Et dans son périple, Ed avait prévu qu'un de ses amis le rejoigne.
Besogne. Et c'est Sam Dyson, comme l'aspirateur. Ce qui a tout de suite plu à Ed chez Sam, c'est son assurance et son expérience. Sam est en effet un type solide et imposant. Ancien moine Shaolin, fan d'arts martiaux, donc dans une excellente condition physique. À eux trois, ils ont 500 km à faire dans une jungle inondée jusqu'à la dernière ville répertoriée sur les cartes. Un renfort inestimable pour les galères de Shaw et Ed, me direz-vous? Eh bien, pas du tout. Quelques jours après son arrivée et à force de marcher dans des eaux stagnantes, Sam Dyson a mal aux pieds, aux orteils plus particulièrement. En fait, à force de marcher, il suffit qu'un bout d'ongle fasse une petite plaie pour que ses orteils s'infectent. Il voit donc plusieurs de ses orteils suinter sans trop savoir quoi faire. Le risque, bien évidemment, c'est que ces petites plaies s'infectent et créent un début de gangrène, auquel cas il faudrait amputer Sam de plusieurs orteils. L'humidité vous empêche de guérir, sachez-le. Sam n'a pas le choix, il décide d'abandonner pour sauver ses doigts de pied. Dit comme ça peut paraître ridicule, mais croyez-moi, le risque est énorme. Ed et Shaw se retrouvent donc à nouveau seuls. Et Ed comprend d'ailleurs qu'ils n'ont pas forcément besoin d'une troisième personne dans cette aventure, parce que tout ce que ça a fait, c'était juste de casser la dynamique qu'ils avaient réussi à créer jusqu'ici. Seuls face à la jungle, Ed et Shaw se retrouvent confrontés à un nouveau problème. Leur périple, c'est que des galères de toute façon. Si traverser la jungle amazonienne était facile, tout le monde le ferait. Cette fois, c'est ce qu'on appelle des fourmis légionnaires ou fourmis de feu qui s'en prennent à eux pendant leur sommeil. Encore un autre Pokémon. Les fourmis de feu sont des insectes dont la piqûre vous brûle et qui dévorent littéralement tout sur leur passage. Elles s'attaquent même aux araignées les plus balèzes et aux scorpions. Elles vivent en colonie, donc si vous en avez une sur vous, il y en a probablement des centaines de milliers d'autres. Les charmantes petites bestioles font des trous dans la moustiquaire de Shaw et Ed et dans leur équipement, mais leur morale reste au top, ils se remettent en route. La saison des pluies est terminée et ils s'apprêtent à passer 6 mois de marche dans la jungle, à la merci des animaux sauvages et des maladies tropicales. Mais avant, ils s'arrêtent dans la ville de Porto Seguro, la dernière ville répertoriée sur leur carte. Ils font le plein et se remettent en marche après un court repos bien mérité, leur sac rempli de provisions. Trop peu de provisions d'ailleurs, mais ils comptent chasser et pêcher dans la jungle pour se nourrir. De retour dans la jungle, ils font l'agréable rencontre de l'une des espèces d'insectes les plus agressives du coin, la guêpe brésilienne. Ils passent à plusieurs reprises sous les ruches et se font attaquer par des guêpes qui les piquent à plusieurs reprises et dont les piqûres font souffrir nos deux aventuriers. De quoi rendre le voyage vraiment désagréable. En avançant, la faim se fait de plus en plus ressentir et les rations viennent rapidement à manquer. Ils sont affamés, ils avancent hyper lentement dans la jungle la plus dense du monde. À un moment, ils ne réussissent qu'à avancer 2 km en 6 heures, tellement il y a d'obstacles sur leur chemin. Et en plus, maintenant, ils n'ont plus d'eau. Shaw commence rapidement à montrer des signes de faiblesse. Alors qu'ils marchent, ils s'effondrent victimes de vertiges et de maux de tête. Ils ont besoin d'eau et de nourriture et vite. Le Britannique aide Shaw à se relever et à se remettre en marche. Le soir qui suit, miracle, il pleut. Nos aventuriers peuvent maintenant se réhydrater. Un peu d'accalmie qui se voit très vite dérangée par leur manque de nourriture. Mais heureusement, Ed trouve quelques plants de palmiers dont il mange le cœur. Plus loin, il tombe sur un cours d'eau, une sorte d'oasis où Shaw décide d'aller pêcher. Ed n'y croit pas trop, mais Shaw ramène une trentaine de poissons dans ses filets. Ed construit un fumoir de fortune et allume un feu pour conserver leurs précieux poissons. Le soir même, phénomène hyper étrange. Le cours d'eau dans lequel Shaw pêchait est à présent rempli d'une trentaine de caïmans. Nos deux amis ne dorment que d'une oreille ce soir-là. Ils sont requinqués et plus motivés que jamais à finir cette satanée marche, et après plusieurs mois de marche dans la jungle isolée, Ed et Shaw tombent sur une route. Enfin, les premiers signes d'une civilisation. Ils sont toujours dans la jungle, mais savent un peu plus où ils vont. Le problème, c'est que Ed se blesse à la main avec sa machette. Vous vous souvenez du risque d'infection, il doit donc s'arrêter dans un hôpital non loin. Il ne risque pas l'infection, par contre le médecin remarque une petite plaie au visage de Ed qui l'inquiète. Il lui dit qu'il va devoir se faire des piqûres en intraveineuse tout seul. Ed s'entraîne et c'est ce qu'il fait. À ce moment-là du voyage, on comprend bien que les limites du corps de Ed commencent à se dessiner, mais nos deux amis continuent leur périple. Quelques jours plus tard, toujours au cœur de la jungle, il remarque une sorte de poche de liquide sur son coude. Il décide de drainer ce liquide avec une seringue et cette méthode marche à merveille pour son coude. Le mec est un peu hardcore mais ça marche. Après plusieurs semaines de trek, ils arrivent dans la ville de Manaus. Ils distinguent les deux rivières qu'ils cherchaient, le Rio Negro et le Rio Salimoes, deux rivières qui se versent dans le même bassin mais qui ne se mélangent pas du fait de leur composition différente. Eux qui n'ont connu que la jungle dense, voire impénétrable, font maintenant face au désastre de la déforestation. Ils traversent des champs de couple où le vert est remplacé par le noir. Et lorsque la végétation réapparaît, c'est pour leur apporter les pires fléaux. Ed remarque une grosseur au niveau de son crâne. Sans s'en rendre compte, il s'est fait piquer pendant des heures par des mouches qui pondent des œufs sous la peau des mammifères. Et devinez quoi, elle est un mammifère. En fait, Sacha, il a attrapé aucun Pokémon. Je trouve ça vraiment dégueu, mais quand il comprend que ces grosseurs ce sont des larves de mouches, il demande à Shaw de les enlever avec une aiguille et de reboucher les petits trous sur son crâne avec, écoutez bien, de la colle forte. Le mec
mec, c'est le MacGyver de la santé. Le problème de mouche étant réglé, il progresse à présent dans les terres agricoles du Brésil et avance donc beaucoup plus rapidement. Il leur reste à ce moment-là 400 km à parcourir pour rejoindre la ville de Belém et rejoindre l'endroit où l'Amazone se jette dans l'océan Atlantique. Selon Ed, il leur reste 10 jours de marche. Mais bon, je vous le dis, le calcul est faux. Ils vont tenter de couper de nouveau à travers une végétation dense qui les retarde grandement. Ils décident de marcher 26 heures d'affilée pour terminer leur périple. Un dernier défi de taille donc, au vu de la condition de nos deux aventuriers. Ils marchent même de nuit et ne s'arrêtent pas. Le problème, c'est que Ed se fait encore piquer par toutes sortes d'insectes une fois de plus. Sa peau le démange et il a envie de s'arracher la peau. Il leur reste un jour de marche et Ed s'effondre de douleur et de gêne en s'énervant contre les mouches et les moustiques qui le piquent. Mais malgré la douleur, il se relève aidé par son ami Cho, avec qui il a déjà traversé tant de choses. Dès l'aube, alors que Ed et Cho marchent encore, les médias surgissent. Des voitures remplies de journalistes et de caméramans entourent le duo pour les encourager et pour leur poser des questions. La nouvelle s'est répandue et tout le monde veut voir de leurs yeux les deux aventuriers qui ont réussi à traverser l'Amazone sur toute sa longueur. Un vrai engouement s'est créé et Ed et Cho entendent au loin le bruit des vagues. Ils se regardent, le sourire aux lèvres avant de lâcher leurs affaires sur place et de se mettre à courir vers la mer, vers leur objectif de toujours. Après avoir vaincu la peur et le danger à maintes reprises, aidés par leur formidable amitié naissante, ils courent donc comme des gosses et se jettent dans l'eau en se prenant dans les bras et en pleurant à chaudes larmes. Ils viennent de mettre fin au plus long trek en jungle de l'histoire, en couvrant une distance de près de 7000 km. Ed aura au total réalisé une expédition de 2 ans, 4 mois et 8 jours pour un total de 860 jours. Il aura été piqué environ 50 000 fois par des moustiques et des centaines de fois par des guêpes, mais il aura été l'auteur d'un exploit digne de son idole David Livingstone en réalisant un record que personne n'avait fait avant lui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. C'était très cool de partager avec vous cette histoire que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'en profite pour vous remercier, vous avez été nombreux et vous êtes encore d'ailleurs nombreux à regarder la vidéo du boxeur Robin Carter. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça se passe ici. J'ai eu pas mal de bons retours sur celle-là, donc voilà, un immense merci à vous. Restez connectés pour la suite, c'était Guillaume, je vous dis à très vite sur Vue Dégradant.